Il étouait arrivé pendant la campagne quelques aventures aux princesses. C'était le nom distinctif par lequel on entendouait seulement les trouées filles du roué. Monsieur avouait voulu avec raison que la duchesse de Chartres appelât toujours les deux autres ma sœur, et que celle-ci ne l'appelasse jamais que madame. Cela étouait juste, et le roué le leur avouait ordonné, dont elles furent fort piquées. La princesse de Conti, pourtant si soumise de bonne grâce, mais madame la duchesse, comme sœur d'un même amour, se mit à appeler madame de Chartres mignonne. Or, rien n'est tout et moins mignon que son visage, que sa taille, que toute sa personne. Elle n'osa le trouver mauvais, mais quand, à la fin, monsieur le sut, il en sentit le ridicule, et l'échappatoire de l'appeler madame, et il éclata. Le roué défendit très sévèrement à madame la duchesse cette familiarité, qui en fut encore plus piquée, mais elle fit en sorte qu'il n'y parut pas. À un voyage de Trianon, ces princesses qui y couchouaient et qui étouaient jeunes se mirent à se promener ensemble les nuits et à se divertir la nuit à quelques pétarades. Souhait malice des deux aînés, souhait imprudence, elles en tirèrent une nuit sous les fenêtres de monsieur qui l'éveillèrent et qui le trouva fort mauvais. Il emporta ses plaintes au roué qui lui fit force excuse, gronda fort les princesses et eut grand-peine à l'apaiser. Sa colère fut surtout domestique. Madame la duchesse de Chartres s'en sentit longtemps, et je ne sais si les deux autres en furent fort fâchés. On accusa même madame la duchesse de quelques chansons sur madame de Chartres. Enfin, tout fut replâtré, et monsieur pardonna tout à fait à madame de Chartres par une visite qu'il reçut à Saint-Cloud de madame de Montespan, qu'il avouait toujours fort aimer, qui raccommoda aussi ses deux filles, et qui avouait conserver de l'autorité sur elles, et en recevouait de grands devoirs. Madame la princesse de Conti eut une autre aventure qui fit grand bruit et qui eut de grandes suites. La comtesse de Bury avouait été mise auprès d'elle pour être sa dame d'honneur à son mariage. C'était une femme d'une grande vertu, d'une grande douceur et d'une grande politesse, avec de l'esprit et de la conduite. Elle étouait d'Aiguebonne et veuve sans enfant en 1666 d'un cadet de Rostin, frère de la vieille Lavardin, mère du chevalier de l'ordre, ambassadeur à Rome. Madame de Bury avouait fait venir de Dauphiné mademoiselle Chouin, sa nièce, qu'elle avouait mise fille d'honneur de madame la princesse de Conti. C'était une grosse fille écrasée, brune, laide, camarde, avec de l'esprit et un esprit d'intrigue et de manège. Elle voyouait sans cesse monseigneur qui ne bougouait de chez madame la princesse de Conti. Elle l'amusa, et sans qu'on s'en aperçût, se mit intimement dans sa confiance. Madame de Lillebonne et ses deux filles, qui ne sortouaient pas non plus de chez la princesse de Conti, et qui étouaient parvenues à l'intimité de monseigneur, s'aperçurent les premières de la confiance entière que la Chouin avouait acquise, et devinrent ses meilleures amies. Monsieur de Luxembourg, qui avouait le nez bon, l'écuma. Le roué ne l'émouait point, et ne se servouait de lui que par nécessité. Il le sentouait, et s'étouait entièrement tourné vers monseigneur. Monsieur le prince de Conti l'y avouait mis fort bien, et le duc de Montmorency son fils. Outre l'amitié, ce prince ménageuait fort ce maréchal pour en être instruit et vanté, dans l'espérance d'arriver au commandement des armées, et la débauche avouait achever de les unir étroitement. La jalousie de monsieur de Vendôme, en tout genre contre le prince de Conti, n'osant s'en prendre ouvertement à lui, l'avouait brouillé avec monsieur de Luxembourg, et fait choisir l'armée de Catinat, où il n'avouait rien au-dessus de lui, et monsieur Dumaine, par la jalousie des préférences, n'étouait pas mieux avec le général. Tout cela l'attachouait de plus en plus au prince de Conti, et le tournouait vers monseigneur avec plus d'application. Et c'est ce qui fit que monseigneur avouait préférer la Flandre à l'Allemagne, où le roué le vouloit envoyer, et commençait à sentir quelque chose des intrigues de monsieur de Luxembourg auprès de monseigneur. Ce prince avouait pris du goût pour Clermont,
de la branche de chatte, enseigne des gendarmes de la garde. C'est Toué un grand homme, parfaitement bien fait, qui n'avouait rien que beaucoup d'honneur, de valeur, avec un esprit assez propre à l'intrigue, et qui s'attacha à monsieur de Luxembourg à titre de parenté. Celui-ci se fit l'honneur de le ramasser, et bientôt il le trouva propre à ses desseins. Il s'est Toué introduit chez madame la princesse de Conti, il en avouait fait l'amoureux, elle la devint bientôt de lui. Avec ses appuis, il devint bientôt un favori de monseigneur, et déjà initié avec monsieur de Luxembourg, il entra dans toutes les vues que monsieur le prince de Conti et lui s'étaient proposé de se rendre les maîtres de l'esprit de monseigneur et de le gouverner pour disposer de l'État quand il en serait devenu le maître. Dans cet esprit, ils avisèrent Clermont de s'attacher à la Chouin, d'en devenir l'amant et de parouêtre vouloir l'épouser. Ils lui confièrent ce qu'ils avouaient découvert de monseigneur à son égard, et que ce chemin était sûrement pour lui celui de la fortune. Clermont, qui n'avouait rien, les crut bien aisément. Il fit son personnage, et ne trouva point la Chouin cruelle. L'amour qu'il feignouait, mais qu'il lui avouait donner, y mit la confiance. Elle ne se cacha plus à lui de celle de monseigneur, ni bientôt monseigneur ne lui fit plus mystère de son amitié pour la Chouin, et bientôt, après la princesse de Conti fut leur dupe. Là-dessus, on partit pour l'armée, où Clermont eut toutes les distinctions que monsieur de Luxembourg lui put donner. Le roué, inquiet de ce qu'il entrevoyait de cabale auprès de son fils, les laissa tous partir, et n'oublia pas d'user du secret de la poste. Les courriers lui en dérobouaient souvent le fruit, mais à la fin l'indiscrétion de ne pas tout réserver aux courriers trahit l'intrigue. Le roué eut de leurs lettres. Il vit le dessein de Clermont et de la Chouin de s'épouser, leur amour, leur projet de gouverner monseigneur et présentement et après lui. Combien monsieur de Luxembourg était l'âme de toute cette affaire, et les merveilles pour souhait qu'il s'en proposait. L'excès du mépris de la Chouin et de Clermont pour la princesse de Conti, de qui Clermont lui sacrifia les lettres que le roué eut pour ce même paquet intercepté à la poste, après beaucoup d'autres dont il faisait rendre les lettres après en avoir pris les extraits, et avec ce paquet une lettre de Clermont accompagnant le service, où la princesse de Conti était traitée sans ménagement, où monseigneur n'était marqué que sous le nom de leur gros ami, et où tout le cœur semblait se répandre. Alors le roué crut en avoir assez, et une après-dînée, de mauvais temps qu'il ne sortit point, il manda la princesse de Conti de lui venir parler dans son cabinet. Il en avouait aussi des lettres à Clermont et des lettres de Clermont à elle, où leur amour était fort exprimé, et dont la Chouin et lui se moquaient ensemble. La princesse de Conti, qui, comme ses sœurs, n'allouait jamais chez le roué qu'entre son souper et son coucher, hors des étiquettes de sermon ou des chasses, se trouva bien étonnée du message. Elle s'en alla chez le roué fort en peine de ce qu'il lui vouloit, car il était redouté de son intime famille, plus il se peut encore que de ses autres sujets. Sa dame d'honneur demeura dans un premier cabinet, et le roué l'emmena plus loin. Là, d'un ton sévère, il lui dit qu'il s'avouait tout, et qu'il n'était pas question de lui dissimuler sa faiblesse pour Clermont, et tout de suite ajouta qu'il avouait leurs lettres, et les lui tira de sa poche en lui disant « Connaissez-vous cette écriture ?» qui était la sienne, puis celle de Clermont. À ce début, la pauvre princesse se trouva mal, la pitié en prit au roué qui la remit comme il put, et qui lui donna les lettres sur lesquelles il la chapitra, mais assez humainement. Après il lui dit que ce n'était pas tout, et qu'il en avouait d'autres à lui montrer par lesquelles elle verrouait combien elle avouait mal placer ses affections, et à quel rival elle était sacrifiée. Ce nouveau coup de foudre, peut-être plus accablant que le premier, renversa de nouveau la princesse. Le roué la remit encore, mais ce fut pour en tirer un cruel châtiment. Il voulut qu'elle lût en sa présence ses lettres sacrifiées et celles de Clermont et de la Chouin. Voilà où elle pensa mourir, et elle se jeta aux pieds du roué, baignée de ses larmes, et ne pouvant presque articuler.
Ce ne fut que sanglots, pardon, désespoir, rage, et à implorer justice et vengeance. Elle fut bientôt faite. La Chouin fut chassée le lendemain, et monsieur de Luxembourg eut ordre en même temps d'envoyer Clermont dans la place la plus voisine qui est où est tournée, avec celui de se défaire de sa charge et de se retirer après en Dauphiné pour ne pas sortir de la province. En même temps, le roué manda à monseigneur ce qui s'était passé entre lui et sa fille, et par là le mit hors de mesure d'oser protéger les deux infortunés. On peut juger de la part que le prince de Conti, mais surtout monsieur de Luxembourg et son fils prirent à cette découverte, et combien la frayeur saisit les deux derniers. Cependant, comme l'amitié de monseigneur pour la Chouin avouait été découverte par ces mêmes lettres, la princesse de Conti n'osa ne pas garder quelques mesures. Elle envoya mademoiselle Chouin dans un de ses carrosses à l'abbaye de Port-Royal à Paris, et lui donna une pension et des voitures pour emporter ses meubles. La comtesse de Bury, qui ne s'était douté de rien sur sa nièce, fut inconsolable et voulut se retirer bientôt après. Madame de Lillebonne et ses filles se hâtèrent d'aller voir la Chouin, mais avec un extrême secret. C'était le moyen sûr de tenir immédiatement à monseigneur, mais elles ne voulaient pas se hasarder du côté du roué, ni de la princesse de Conti, qu'elles avouaient toutes sortes de raisons de ménager avec la plus grande délicatesse. Elles étaient princesses, mais le plus souvent sans habit et sans pain, à la lettre, par le désordre de monsieur de Lillebonne. Monsieur de Louvoué leur en avouait donné souvent. Madame la princesse de Conti les avouait attirées à la cour, les y nourrissouait, leur faisouait des présents continuels, leur y procurouait toutes sortes d'agréments, et c'était à elles qu'elles avouaient l'obligation d'avoir été connues de monseigneur, puis admises dans sa familiarité, enfin dans son amitié la plus déclarée et la plus distinguée. Les chansons achevèrent de célébrer cette étrange aventure de la princesse et de sa confidente. Monsieur de Noyon en avoué fournit une autre à notre retour, qui lui fut d'autant plus sensible qu'elle divertit fort tout le monde à ses dépens. On a vu dès l'entrée de ses mémoires qu'elle étouait ce prélat. Le roué s'amusouait de sa vanité qui lui faisouait prendre tout pour distinction, et les effets de cette vanité ferouaient un livre. Il vaqua une place à l'Académie françoise, et le roué voulut qu'il en fût. Il ordonna même à Dangeau, qui en étouait, de s'en expliquer de sa part aux académiciens. Cela n'étouait jamais arrivé, et monsieur de Noyon, qui se piquait de savoir, en fut comblé, et ne vit pas que le roué se vouloit divertir. On peut croire que le prélat eut toutes les vouées sans en avoir brigué aucune, et le roué témoigna à monsieur le prince et à tout ce qu'il y avouait de distingué à la cour, qu'il se rouait bien aise qu'il se trouvasse à sa réception. Ainsi, monsieur de Noyon fut le premier du chouet du roué dans l'académie, sans que lui-même y eût auparavant pensé, et le premier encore à la réception duquel le roué eut pris le soin de convier. L'abbé de Caumartin se trouvait alors directeur de l'académie, et par conséquent à répondre au discours qui ferouait le prélat. Il en connaissait la vanité et le style tout particulier à lui. Il avouait beaucoup d'esprit et de savoir. Il étouait jeune et frère de différents lits de Caumartin, intendant des finances, fort à la mode en ce temps-là, et qui les faisouait presque toutes sous Pontchartrain, contrôleur général, son parent proche et son ami intime. Cette liaison rendouait l'abbé plus hardi, et, se comptant sûr d'être approuvé du monde et soutenu du ministre, il se proposa de divertir le public aux dépens de l'évêque qu'il avouait à recevoir. Il composa donc un discours confus et imité au possible du style de monsieur de Noyon, qui ne fut qu'un tissu des louanges les plus outrées et de comparaisons emphatiques dont le pompeux Galimatia fut une satire continuelle de la vanité du prélat, qui le tournoyait pleinement en ridicule. Cependant, après avoir relu son ouvrage, il en eut peur, tant il le trouva au-delà de toute mesure. Pour se rassurer,
Il le porta à monsieur de Noaillan, comme un écolier à son maître, et comme un jeune homme à un grand prélat qui ne voulut rien omettre des louanges qui lui étaient dues, ni rien dire aussi qui ne fût de son goût, et qui ne méritât son approbation. Ce respect si attentif combla l'évêque. Il lut et relut le discours, il en fut charmé, mais il ne laissa pas d'y faire quelques corrections pour le style et d'y ajouter quelques traits de sa propre louange. L'abbé revit son ouvrage de retour entre ses mains avec grand plaisir, mais quand il y trouva les additions de la main de monsieur de Noaillan et ses ratures, il fut comblé à son tour du succès du piège qu'il lui avait tendu, et d'avouer en main un témoignage de son approbation qui le mettait à couvert de toute plainte. Le jour venu de la réception, le lieu fut plus que rempli de tout ce que la cour et la ville avouaient de plus distingué. On s'y portait dans le désir d'en faire sa cour au rouet et dans l'espérance de s'y divertir. Monsieur de Noaillan parut avec une nombreuse suite, saluant et remarquant l'illustre et nombreuse compagnie avec une satisfaction qu'il ne dissimula pas, et prononça sa harangue avec sa confiance ordinaire, dont la confusion et le langage remplirent l'attente de l'auditoire. L'abbé de Caumartin répondit d'un air modeste, d'un ton mesuré, et, par de légères inflexions de voix aux endroits les plus ridicules ou les plus marqués au coin du prélat, aurait réveillé l'attention de tous qui l'écoutaient, si la malignité publique avait pu être un moment distraite. Celle de l'abbé, toute brillante d'esprit et d'art, surpassa tout ce qu'on en aurait pu attendre si on avait prévu la hardiesse de son dessein, dont la surprise ajouta infiniment au plaisir qu'on y prit. L'applaudissement fut donc extrême et général, et chacun, comme de concert, enivrouait monsieur de Noaillan de plus en plus, en lui faisant accroire que son discours méritait tout par lui-même, et que celui de l'abbé n'était goûté que parce qu'il avouait su le louer dignement. Le prélat s'en retourna charmé de l'abbé et du public, et ne conçut jamais la moindre défiance. On peut juger du bruit que fit cette action, et quel put être le personnage de monsieur de Noaillan, se louant dans les maisons et par les compagnies, et de ce qu'il avouait dit, et de ce qui lui avouait été répondu, et du nombre et de l'espèce des auditeurs, et de leur admiration unanime, et des bontés du rouet à cette occasion. Monsieur de Paris, chez lequel il voulut aller triompher, ne l'émouait point. Il y avouait longtemps qu'il avouait sur le cœur une humiliation qu'il en avouait essuyée. Il n'était point encore duc, et la cour était à Saint-Germain, où il n'y avouait point de petite cour comme à Versailles. Monsieur de Noaillan, y entrant dans son carrosse, rencontra monsieur de Paris à pied. Il s'écrie, monsieur de Paris va à lui, et croyez qu'il va mettre pied à terre, point du tout. Il le prend de son carrosse par la main, et le conduit ainsi en laisse jusqu'au degré, toujours parlant et complimentant l'archevêque qui rajouait de tout son cœur. Monsieur de Noaillan, toujours sur le même ton, monta avec lui et fit si peu semblant de soupçonner d'avouer rien fait de mal à propos, que monsieur de Paris n'osa en faire une affaire, mais il ne le sentit pas moins. Cet archevêque, à force d'être bien avec le rouet, de présider aux assemblées du clergé avec toute l'autorité et les grâces qu'on lui a connues, et d'avouer part à la distribution des bénéfices qu'il perdit enfin, s'était mis peu à peu au-dessus de faire aucune visite aux prélats, même les plus distingués, quoique tous allassent souvent chez lui. Monsieur de Noaillan s'en piqua et lui en parla fort intelligiblement. C'était toujours des excuses. Voyant enfin que ces excuses durent rouer toujours, il en parla si bien au rouet qu'il l'engagea à ordonner à monsieur de Paris de l'aller voir. Ce dernier en fut d'autant plus mortifié qu'il n'osa plus y manquer aux occasions et aux arrivées, et que cette exception l'embarrassa avec d'autres prélats considérables. On peut donc imaginer quelle farce ce fut pour monsieur de Paris que cette réception d'académie, mais qu'il n'en pourrait être pleinement satisfait tant que monsieur de Noaillan continue roué de s'en applaudir,
Aussi ne manqua-t-il pas l'occasion de sa visite pour lui ouvrir les yeux et lui faire entendre, comme son serviteur et son confrère, ce qu'il n'osait lui dire entièrement. Il tourna longtemps sans pouvoir être entendu par un homme si rempli de soi-même et si loin d'imaginer qu'il fût possible de s'en moquer. À la fin, pourtant, il se fit écouter, et pour l'honneur de l'épiscopat insulté, disait-il, par un jeune homme, il le pria de n'en pas augmenter la victoire par une plus longue duperie, et de consulter ses vrais amis. Monsieur de Noaillan jargonna longtemps avant de se rendre, mais à la fin, il ne put se défendre des soupçons, et de remercier l'archevêque avec qui il convint d'en parler au père de la Chaise, qui était de ses amis. Il y courut en effet au sortir de l'archevêché. Il dit au père de la Chaise l'inquiétude qu'il venait de prendre, et le pria tant de lui parler de bonne fouet, que le confesseur, qui de souhait était bon, et qui balançait entre laisser monsieur de Noaillan dans cet extrême ridicule, et faire une affaire à l'abbé de Caumartin, ne put enfin se résoudre à tromper un homme qui se fiait à lui, et lui confirma, le plus doucement qu'il put, la vérité que l'archevêque de Paris lui avouait le premier apprise. L'excès de la colère et du dépit succéda à l'excès du ravissement. Dans cet état, il retourna chez lui, et alla le lendemain à Versailles, où il fit au roi les plaintes les plus amères de l'abbé de Caumartin, dont il était devenu le jouet et la risée de tout le monde. Le roi, qui avait bien voulu se divertir un peu, mais qui vouloit toujours partout un certain ordre et une certaine bienséance, avouait déjà su ce qui s'était passé, et l'avouait trouvé fort mauvais. Ces plaintes l'irritèrent d'autant plus qu'il se sentit la cause innocente d'une scène si ridicule et si publique, et que, quoiqu'il aimât à s'amuser des folies de monsieur de Noaillan, il ne laissait pas d'avouer pour lui de la bonté et de la considération. Il envoya chercher Pontchartrain et lui commanda de laver rudement la tête à son parent et de lui expédier une lettre de cachet pour aller se mûrir la cervelle et apprendre à rire et à parler dans son abbaye de Busseil en Bretagne. Pontchartrain n'osa presque répliquer. Il exécuta bien la première partie de son ordre, pour l'autre il la suspendit au lendemain, demanda grâce, fit valoir la jeunesse de l'abbé, la tentation de profiter du ridicule du prélat, et surtout la réponse corrigée et augmentée de la main de monsieur de Noaillan, qui, puisqu'il l'avouait examiné de la sorte, n'avouait qu'à se prendre à lui-même de n'y avoir pas aperçu ce que tout le monde avouait cru y voir. Cette dernière raison, habilement maniée par un ministre agréable et de beaucoup d'esprit, fit tomber la lettre de cachet, mais non pas l'indignation. Pontchartrain pour cette fouée n'en demandait pas davantage. Il fit valoir le regret et la douleur de l'abbé, et sa disposition d'aller demander pardon à monsieur de Noaillan, et lui témoigner qu'il n'avouait jamais eu l'intention de lui manquer de respect et de lui déplaire. En effet, il lui fit demander la permission d'aller lui faire cette soumission, mais l'évêque outré ne la voulut point recevoir, et après avoir éclaté sans mesure contre les Caumartins, s'en alla passer sa honte dans son diocèse, où il demeura longtemps. Il faut dire tout de suite que, peu après son retour à Paris, il tomba si malade qu'il reçut ses sacrements. Avant de les recevoir, il envoya chercher l'abbé de Caumartin, lui pardonna, l'embrassa, tira de son douai un beau diamant qu'il le pria de garder et de porter pour l'amour de lui, et quand il fut guéri, il fit auprès du roué tout ce qu'il put pour le raccommoder. Il y a travaillé toute sa vie avec chaleur et persévérance, et n'a rien oublié pour le faire évêque, mais ce trait l'avouait radicalement perdu dans l'esprit du roué, et monsieur de Noaillan n'en eut que le bien devant Dieu par cette grande action, et l'honneur devant le monde. L'orgueil du cardinal de Bouillon donna vers ce même temps une autre sorte de scène. Pour l'entendre, il faut dire qu'il y a dans la province d'Auvergne 2 terres particulières dont l'une s'appelle le comté d'Auvergne, l'autre le Dauphiné d'Auvergne. Le comté
à une étendue ordinaire des mouvances ordinaires d'une terre ordinaire sans drouet singulier, et sans rien de distingué de toutes les autres. Comment elle a retenu ce nom et le Dauphiné le sien, mène Rouet à une dissertation trop longue. Le Dauphiné est encore plus petit en étendue que le comté, et bien qu'érigé en princerie, n'a ni rang ni distinction par-dessus les autres terres, ni drouet particulier, et n'a jamais donné aucune prétention à ceux qui l'ont possédé. Mais la distinction du nom de prince dauphin avouait plus à la branche de Montpensier qui possédait cette terre dont quelques-uns ont porté ce titre du vivant de leur père avant de devenir duc de Montpensier. Le comté d'Auvergne, tel qu'il vient d'être dépeint, est toué entré et sorti de la maison de la Tour par des mariages et des successions. Ce nom est tout effrayant pour des gens qui minutuaient de changer leur nom de la Tour en celui d'Auvergne, et ils firent si bien auprès du rouet, lors et depuis l'échange de Sedan, que cette terre est rentrée chez eux, et c'est de là que le frère du duc et du cardinal de Bouillon porte le nom de comte d'Auvergne. Le Dauphiné d'Auvergne est tout échu à monsieur par la succession de mademoiselle, et aussitôt le cardinal avoué conçut une envie démesurée de l'avouer. Il en parla à Béchamel, qui est tout surintendant de monsieur, au chevalier de Lorraine, et fit sa cour à tous ceux qui pouvaient avouer part à déterminer monsieur à le lui vendre. À la fin, et à force de donner gros, le marché fut conclu, et monsieur en parla au rouet, qui s'était chargé de son agrément comme d'une bagatelle. Mais il fut surpris de trouver le rouet sur la négative. Monsieur insista et ne pouvait la comprendre. Je parie, mon frère, lui dit le rouet, que c'est une nouvelle extravagance du cardinal de Bouillon qui veut faire appeler un de ses neveux prince dauphin. Dégagez-vous de ce marché. Monsieur, qui avouait promis et qui trouvait le marché bon, insista. Mais le rouet tint bon, et dit à monsieur qu'il n'avouait qu'à faire mander au cardinal qu'il ne le vouloit pas. Cette réponse lui fut écrite par le chevalier de Lorraine de la part de monsieur, et le pénétra de dépit. Ce nom singulier est propre à éblouir les sots dont le nombre est toujours le plus grand, est un nom que des princes du sang avouaient porter, avouaient combler son orgueil de jouer. Le refus le combla de douleur. N'osant se prendre au rouet, il répondit au chevalier de Lorraine un fatras de sottises qu'il couronna par ajouter qu'il était d'autant plus affligé de ce que monsieur lui ait manqué de parole, que cela l'empêche roué d'être désormais autant son serviteur qu'il l'avouait été par le passé. Monsieur eut plus envie de rire de cette espèce de déclaration de guerre que de s'en offenser. Le rouet, d'abord, la prit plus sérieusement, mais touché par les prières de monsieur de Bouillon, et plus encore par la grandeur du châtiment d'une pareille insolence, si elle était prise comme elle le méritait, il prit le parti de l'ignorer, et le cardinal de Bouillon en fut quitte pour la honte, et pour s'aller cacher une quinzaine dans sa belle maison de Saint-Martin de Pontoise, que par un échange il avouait depuis peu trouver moyen de séculariser, et de faire de ce prieuré un bien héréditaire et patrimonial. Le marquis d'Arcy est mort à Maubeuge, à l'ouverture de la campagne. De gouverneur de monsieur le duc de Chartres, il est devenu premier gentilhomme de sa chambre et le directeur discret de sa conduite. Ce prince, qui eut le bon esprit de sentir tout ce qu'il valouait, l'a regretté toute sa vie et l'a témoigné, par tous les effets qu'il a pu, à sa famille et jusqu'à ses domestiques. Il est chevalier de l'ordre de 1688, conseiller d'état d'épée, et avoué été ambassadeur en Savoie. C'est un homme d'une vertu et d'une capacité peu commune, sans nulle pédanterie et fort rompu au grand monde, et un très vaillant homme sans nulle ostentation. Un rouet à élever et à instruire eût été dignement et utilement remis entre ses mains. Il n'était point marié ni riche, et n'avouait guère que 60 ans. Homme bien fait, et de fort bonne mine. Au retour de l'armée, on fut surpris de celui que le rouet mit auprès de son neveu pour le remplacer.
Ce fut Cailleux, brigadier de cavalerie, brave et très honnête gentilhomme, qui buvouait bien et ne s'avouait rien au-delà. Monsieur de Chartres fut fort aise d'avouer affaire à un tel inspecteur dont il se moqua, et le fit tomber dans tous les panneaux qu'il lui tendit. Il y avouait eu aussi pendant la campagne quelques changements chez monsieur. Il permit à Châtillon, son ancien favori, de vendre à son frère aîné la moitié de sa charge de premier gentilhomme de sa chambre. Châtillon avouait épouser par amour mademoiselle de Pienne, Sétoué, sans contredit, le plus beau couple de la cour et le mieux fait, et du plus grand air. Ils se brouillèrent et se séparèrent à ne se jamais revoir. Elle est touée dame d'Atour de madame, et sœur de la marquise de Villequier, aussi mariée par amour. Monsieur d'Aumont avouait été des années sans y vouloir consentir. Enfin, madame de Maintenon s'en mêla, parce que la mère de cette belle étouée parente est de même nom que l'évêque de Chartres, directeur de Saint-Cyr, et de madame de Maintenon, laquelle enfin en étouée venue à bout. Le comte de Tonnerre, neveu de monsieur de Noyon, dont je viens de parler, vendit aussi l'autre charge de premier gentilhomme de la chambre de monsieur, qu'il avouait depuis longtemps, à Sassenage, qui quitta le service. Tonnerre avouait beaucoup d'esprit, mais s'étouait tout. Il en partouait souvent des traits extrêmement plaisants et salés, mais qui lui attirouaient des aventures qu'il ne soutenouait pas, et qui ne purent le corriger de ne se rien refuser, et il est parvenu enfin à cet état qu'il eût été honteux d'avouer une querelle avec lui. Aussi ne se contraignait-on point sur ce que l'on voulut lui répondre ou lui dire. Il étouait depuis longtemps fort mal dans sa petite cour par ses bons mots. Il lui avouait échappé de dire qu'il ne s'avouait ce qu'il faisait de demeurer en cette boutique, que monsieur étouait la plus sotte femme du monde, et madame le plus sot homme qu'il eût jamais vu. L'un et l'autre le surent, et en furent très offensés. Il n'en fut pourtant autre chose. Mais le mélange des brocards sur chacun et du mépris extrême qu'il avouait acquis, le chassèrent à la fin pour mener une vie fort pitoyable.